Merci. Bonjour tout le monde. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avancées que je vais essayer de synthétiser. Et puis d'abord, on va revenir aux fondamentaux. À quoi sert la cellule parathyroïdienne, les glandes parathyroïdes. Vous savez qu'on en a 4 et qu'à la surface de celle-ci, donc, on a un récepteur au calcium qui permet finalement de faire l'interface entre le milieu extracellulaire et la cellule parathyroïdienne et module la sécrétion de parathormones en fonction des niveaux ambiants de calcium. Donc en fait, c'est un système qui fonctionne avec une inhibition permanente de la synthèse et sécrétion de parathormones qui est renforcée lorsque le calcium se lie au récepteur et inversement, lorsque le calcium baisse, il y a une dérépression, synthèse et sécrétion, la parathormone augmente. Donc la parathormone est un système anti-hypocalcémiant. Elle va agir sur différents effecteurs pour corriger la calcémie, sur l'os en augmentant la résorption osseuse, sur le rein donc en augmentant la réabsorption tubulaire rénale de calcium à deux niveaux, branche large ascendante et tube distal, et puis sur l'intestin indirectement en augmentant au niveau rénal la production de 1,25-hydroxyvitamine D3, la vitamine D active. Et ces actions coordonnées vont finalement normaliser la calcémie. La parathormone va revenir à un niveau normal. Lorsque vous avez une hypoparathyroïdie, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez une diminution importante du remodelage osseux qui est liée à l'absence d'effet remodelant sur l'os. Vous avez une fuite tubulaire rénale de calcium. Alors, bien entendu, si le calcium circulant est bas, eh bien, le calcium filtré sera bas aussi et l'expression urinaire basse. Mais si vous augmentez la calcémie avec un traitement tel que la vitamine D active, eh bien, la charge filtrée va augmenter et vous pouvez rendre un patient hypercalciurique. Vous savez que la parathormone augmente également l'expression urinaire de phosphate, et donc si vous avez un manque de parathormone, vous avez en contrepartie une augmentation de la phosphatémie. Et puis enfin, vous avez un effet important de défaut de production de calcitriol par le rein et donc une diminution de l'absorption digestive de calcium. Et tout cela va mener, bien entendu, à la genèse d'une hypocalcémie. Et l'hypoparathyroïdie se définit par la coexistence, dans le fond, d'une hypocalcémie et de l'absence de réponse de la parathormone qui peut être totalement indétectable dans certaines conditions ou alors au niveau normal inférieur, voire à la limite supérieure des valeurs normales, en tout cas totalement inappropriée en présence d'une hypocalcémie qui devra entraîner donc une augmentation des niveaux. Et en complément de ces anomalies biologiques qui sont essentielles pour le diagnostic, vous pouvez suggérer le diagnostic par la présence d'une élévation de la phosphatémie, la réduction de la 1,25 s'il fallait la doser, ce qui n'est pas indiqué, et une augmentation de l'expression urinaire de calcium, ou en tout cas de la fraction excrétée de calcium. Au plan des causes, il y a 3 grands mécanismes de genèse d'une hypoparathyroïdie. Vous avez des formes rares qui représentent à peu près 20% des formes que l'on rencontre, qui sont des formes génétiquement déterminées, c'est-à-dire un défaut de développement de glandes parathyroïdes, qui sont soit isolées, donc vous avez ici, donc c'est extrêmement rare, 2 gènes mutés qui ont été rendus responsables, soit dans le cadre associé à d'autres malformations, c'est ce qu'on appelle des formes syndromiques, la plus fréquente d'entre elles étant le syndrome de Di-George, qui représente à peu près 60% des formes pédiatriques que l'on rencontre. Mais là-bas, donc je ne reviens pas en détail sur les formes syndromiques qui sont extrêmement il y en a énormément à décrire. La deuxième forme, beaucoup plus fréquente, c'est une hypoparathyroïdie en lien avec une destruction de glandes parathyroïdes qui se sont normalement développées. Et là, vous avez à peu près 80% des formes qui sont liées à la chirurgie thyroïdienne, la thyroïdectomie totale, notamment pour cancer, qui est le plus grand pourvoyeur de ces maladies, de cette destruction, retrait des glandes parathyroïdes, ou le plus souvent section de vaisseaux. Vous avez également des formes rares qui sont liées à une destruction, par exemple, auto-immunitaire des glandes parathyroïdes, liées à la prise de certains médicaments ou à une maladie infiltrative, que ce soit l'hémochromatose, par exemple, l'irradiation ou une infiltration tumorale. Ces formes-là sont tout à fait exceptionnelles. Et puis le troisième grand mécanisme, c'est un mécanisme affectant la régulation ou la fonction des glandes parathyroïdes. Et le plus commun des formes génétiques, c'est
l'hypocalcémie autosomique dominante, qui est en fait une mutation activante de ce calcium récepteur que j'ai montré tout à l'heure, et donc exerçant une inhibition tonique de la synthèse et sécrétion de parathormones. Vous avez enfin beaucoup plus fréquemment des anomalies fonctionnelles en relation avec une hypomagnésémie sévère ou éventuellement une hypermagnésémie qui peuvent entraîner un défaut de synthèse ou de sécrétion de parathormones. Ces formes sont bien entendu réversibles. Alors, l'hypoparathyroïdie est une maladie rare et vous avez ici les principaux chiffres présents dans la littérature. Cela affecte à peu près 20 à 40 personnes pour 100 000 personnes l'année. Et bien entendu, les formes post-chirurgicales sont beaucoup plus fréquentes. Vous avez ici le ratio par rapport aux formes non chirurgicales. Quant à l'hypocalcémie autosomique dominante que j'individualise parce qu'il y a un traitement spécifique, eh bien sa prévalence est encore beaucoup plus rare. Alors, à quoi on peut s'attendre en cas d'hypoparathyroïdie? Globalement, la mortalité n'est pas véritablement affectée, donc l'espérance de vie est à peu près normale. Peut-être une tendance à l'aggravation de la mortalité pour les formes non chirurgicales de l'enfant. La maladie expose surtout, et ça c'est un point très important, au développement d'une insuffisance rénale chronique, avec souvent des phénomènes de néphrocalcinose. Vous voyez que les risques relatifs sont extrêmement élevés. On peut avoir également des néphrolithiases. On a décrit, notamment pour les formes congénitales, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Un important mode de révélation de la maladie chez l'enfant, c'est l'épilepsie, les crises comiciales. On peut avoir des phénomènes de cataracte, c'est fréquent dans les formes non chirurgicales, des manifestations neuropsychiatriques et, par un mécanisme qui n'est pas très bien connu, une augmentation du risque d'infection. En ce qui concerne les fractures, eh bien, les données sont plutôt rassurantes, suggèrent qu'il n'y a pas d'augmentation véritable du risque de fracture. Certaines données, néanmoins, dans les formes non chirurgicales, révèlent une augmentation du risque de fracture vertébrale ou des fractures des membres supérieurs, mais donc c'est loin d'être documenté. Et enfin, on a curieusement une baisse du risque de cancer qui est documentée dans ces registres danois qui ont été publiés. Alors, 20% des patients en hypoparathyroïdie ont une insuffisance rénale chronique, donc c'est vraiment une complication majeure de la maladie. Et on sait que certaines modifications biologiques ont un impact très délétère sur les complications de la maladie, éventuellement la mortalité, les infections ou les maladies rénales. Ce sont essentiellement l'augmentation de la phosphatémie, des épisodes d'hypercalcémie et favorisés éventuellement par le traitement, mais dans l'ensemble, le traitement conventionnel qu'on va revoir tout de suite a un impact plutôt favorable sur le cours de la maladie et ses outcomes. Alors, quel est le but du traitement de l'hypoparathyroïdie? C'est bien entendu de prévenir les signes et symptômes de l'hypocalcémie qui sont extrêmement invalidants et altèrent la qualité de vie, de maintenir classiquement la calcémie à un niveau normal bas, voire un tout petit peu en dessous de la normale, parce que si vous augmentez trop la calcémie, vous le faites au prix d'une hypercalciurie délétère. Il faut effectivement éviter ces épisodes d'hypercalciurie, les épisodes d'hypercalcémie éventuellement induits par le traitement, éviter l'hyperphosphatémie et dans l'ensemble éviter toutes les calcifications extrasquelettiques que l'on peut rencontrer avec le traitement. Alors, classiquement, le traitement associe l'administration de calcium à des doses un peu plus élevées que celles que vous avez l'habitude de prescrire à un patient ostéoporotique. On donne à peu près 1,5 g à 2 g de calcium par jour en 2 à 3 prises. Et on associe du calcitriol, dont le défaut de synthèse a été montré tout à l'heure, à des doses de 0,5 à 2 jusqu'à 2 microgrammes par jour, 2 microgrammes par jour étant une dose vraiment élevée. De temps en temps, pour garder la calcémie à un niveau normal et baisser la calciurie, on peut être amené à utiliser des thiazides. Et bon nombre de patients sont assez bien contrôlés avec ce traitement conventionnel. Mais néanmoins, si on regarde de près justement le contrôle de la maladie et est-ce que les objectifs que j'ai cités tout à l'heure sont remplis, eh bien, dans une étude publiée en 2018, on montre que seul un tiers à peu près des patients ont atteint les cibles recommandées. Il y en a à peu près la moitié qui ont une hypercalciurie induite par le traitement et 30% des épisodes de néphrolithiase.
Aussi, il y a une qualité de vie qui n'est pas véritablement maîtrisée avec le traitement conventionnel. Vous avez ici une étude comparant la qualité de vie de patients contrôle, de patients avec une hypothyroïdie traitée, qui a été traitée donc induite par la chirurgie, et des patients avec hypothyroïdie et qui ont une hypoparathyroïdie séquelaire. Et vous voyez que les hypoparathyroïdiens se distinguent par une altération de la qualité de vie. Et donc, face à cela, il y a eu beaucoup de tentatives d'utiliser des analogues de la parathormone pour essayer de substituer l'hormone manquante et pallier à ces défauts du traitement conventionnel. On a utilisé, bien entendu, d'abord le tériparatide, que vous connaissez comme un traitement de l'ostéoporose. C'est le fragment 1,34 de la parathormone qui est disponible depuis la fin des années 90 pour le traitement de l'ostéoporose. Alors, le problème du tériparatide, du Forsteo, c'est que sa demi-vie est très courte, de l'ordre d'une heure à peu près, la demi-vie circulante. Et pour être efficace, le traitement est efficace, mais il faut injecter 2 fois par jour le traitement. Mais il y a des démonstrations claires d'une efficacité, encore plus éventuellement lorsque le traitement est administré avec une pompe à insuline sous forme d'une infusion continue. Mais le laboratoire Lilly de l'époque n'avait pas poursuivi le développement dans cette indication et a gardé simplement l'indication ostéoporose. Est venue ensuite la parathormone 1,84 qui a été approuvée aux États-Unis en 2015 et par les autorités européennes en 2017. Et à la suite de quoi, donc, il y a eu une première conférence de consensus sur les indications à ce traitement substitutif hormonal, qui reste valable pour les analogues qui ont suivi le NATPAR, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, en somme, on a positionné ce traitement en deuxième ligne par rapport au traitement conventionnel, lorsque le contrôle de la calcémie était inadéquat, lorsqu'on était amené à utiliser des très très fortes doses de calcium, plus de 2,5 g ou de calcitriol, lorsque le traitement était associé à une hypercalciurie ou des néphrolithiases, une néphrocalcinose et une insuffisance rénale, en cas d'hyperphosphatémie réfractaire et en cas de malabsorption ou de qualité de vie dégradée sous traitement conventionnel. Alors le problème, donc ce NATPAR, ce PTH184, a été démontré efficace dans une étude de phase 3 qui date un peu, vous voyez, 2013. L'outcome primaire de l'étude était un outcome composite, c'est-à-dire qu'on attendait qu'il y ait plus de 50% de réduction des doses de calcium, plus de 50% de réduction des doses de vitamine D active, tout en maintenant un niveau de calcium normal. Et vous voyez que sous NATPAR, eh bien, à peu près 50% des patients atteignaient cet outcome, mais le produit a été malheureusement retiré du marché fin décembre 2024 en Europe et plutôt même aux États-Unis en raison donc d'un dysfonctionnement du stylo avec des petites particules de caoutchouc qui étaient délivrées dans la seringue. Et donc est venu ensuite un nouveau produit qui est maintenant disponible en Europe et aux États-Unis, qui est le Yorvipath, le Palopeg tériparatide, qui est aussi finalement un traitement utilisant le tériparatide, c'est-à-dire le fragment 1,34 de la parathormone, donc la parathormone intacte mesurant 1,84. Et ce produit utilise un système qui est breveté, qui est utilisé pour d'autres molécules et qui permet de lier le tériparatide à un transporteur. Et sous l'effet du pH et de la température du corps, eh bien, il y a une lente administration du produit avec une demi-vie de l'ordre de 60 heures, ce qui permet une couverture, en tout cas sur 24 heures, tout à fait optimale. Et donc, il y a une étude de phase 3 qui a été publiée en 2023, montrant qu'à 26 semaines, eh bien, ce traitement était efficace. Donc, l'outcome, là encore, était toujours cette outcome composite, l'obtention d'une calcémie à un niveau normal, l'indépendance cette fois-ci, et non pas 50% de réduction, l'indépendance vis-à-vis de la vitamine D et du calcium. Et voilà donc les résultats de cette étude. 80% des sujets ont satisfait à l'outcome primaire de l'étude. Et vous voyez ici la grande diminution des doses de calcium qui ont été nécessaires pour traiter ces patients. Donc c'était vraiment une étude extrêmement intéressante. Et contrairement à la 1,84, le NATPAR, qui n'a pas vraiment démontré d'amélioration de la qualité de vie,
Ici, avec ce Transcon PTH, vous avez une amélioration de la qualité de vie qui a été démontrée avec une échelle générique telle que la SF36, mais aussi une échelle spécifiquement développée pour l'hypoparathyroïdie. Alors, un autre avantage de ce Yorvipath, c'est qu'il améliore la fonction rénale, ce qui n'était pas le cas du NATPA. Vous avez une amélioration assez rapide d'ailleurs qu'on ne comprend pas très bien, probablement des effets hémodynamiques rénaux. En tout cas, il y a une amélioration de l'ordre de 5 à 10 millilitres de GFR, ce qui est tout à fait appréciable. Et le produit a donc été administré, autorisé pour sa commercialisation en Europe en novembre 2023 et à la FDA un peu plus tard. Et donc il est déjà commercialisé dans beaucoup de pays comme en Angleterre et en Allemagne ou en Autriche. Et donc il est administrable en Suisse, mais il n'est pas encore dans la liste des spécialités, donc on attend avec impatience les précisions, les limitations de prescription. Alors une autre approche de traitement qui est en développement, c'est ce médicament-là qu'on appelle l'énéboparatide, qui est un analogue de la parathormone également, qui cible une conformation spécifique R0 du récepteur à la parathormone, qui permet d'avoir un signal beaucoup plus prolongé d'augmentation de la calcémie, ce qui en fait un traitement extrêmement intéressant. Et donc on dispose maintenant d'une étude de phase 2, avec ce produit, montrant là encore un bénéfice tout à fait substantiel. 88% des patients sont totalement indépendants du traitement conventionnel. Et donc ce traitement maintenant est en phase 3, il y a une étude de phase 3 qui est en cours, dont on attend les résultats très impatiemment, et il y a beaucoup d'espoir vis-à-vis de ce traitement qui paraît extrêmement intéressant. Alors, une approche un peu particulière concerne le traitement de cette fameuse hypocalcémie autosomique dominante, que je vous le rappelle, c'est une maladie en relation avec une mutation activante du calcium récepteur, et donc une maladie extrêmement rare, qui est caractérisée par une hypercalciurie très importante. Et donc, il y a une approche tout à fait intéressante qui est celui des calcilytiques, qui sont l'inverse des calcimimétiques, c'est-à-dire qu'ils diminuent la sensibilité du calcium récepteur. Et donc, je vous montre ici une étude de phase 2, publiée dans New England en 2023, montrant que ce traitement permet d'augmenter la calcémie et la parathormone, diminuer de manière très significative l'expression urinaire de calcium qui est très élevée chez ces patients et diminuer la phosphatémie. Alors, il y a beaucoup d'autres développements en cours qui sont extrêmement intéressants avec des traitements qui sont le plus souvent en phase 1 ou phase 2, soit pour l'hypopara, soit pour l'ostéoporose. Et je vais en dire quelques mots. Donc, il y a ce produit qui est le EXT 608, qui par un procédé donc lie la PTH134 à de la vitamine D et finalement la vitamine D binding protein, donc qui est la protéine porteuse, et qui permet ainsi d'allonger extrêmement la demi-vie du produit. On a un système un peu similaire avec un produit qui s'appelle le MBX 2109 qui permet sur une chaîne 1,32 de la parathormone donc de lier à l'albumine via donc une chaîne d'acides gras. Et là encore, donc une augmentation considérable de la demi-vie qui est tout à fait intéressante. On a un produit qui est en développement dans l'ostéoporose surtout, mais également en phase 2 pour l'hypoparathyroïdie, qui est la PTH orale, et qui utilise un système qui permet d'éviter la dégradation dans l'intestin, un système qui est d'ailleurs utilisé, qui est breveté aussi pour l'utilisation pour les GLP agonistes, le sémaglutide oral. Et donc cette PTH orale permet d'avoir une signalisation du récepteur tout à fait bonne, et on attend des données dans l'hypopara. Et enfin, vous avez développement d'agonistes, des petites molécules qui permettent finalement d'activer le récepteur et qui ne sont pas des hormones ou des dérivés hormonaux. Donc vous avez ici deux produits qui sont en développement. Vous avez ici les phases d'avancement de développement de ces produits. Donc en conclusion, où en est-on? Eh bien, nous avons un nouveau produit très intéressant, le Yorvipath,
qui est disponible en Europe, mais qui n'est pas encore dans la liste des spécialités, donc qu'on espère prescrire assez largement en deuxième ligne. Et donc nombreux développements en cours. Le plus avancé est certainement l'énéboparatide, qui est actuellement en phase 3, et l'encaleret pour cette exceptionnelle hypocalcémie autosomique dominante. Et puis il y a de nombreux développements à venir avec les formes sous-cutanées hebdomadaires, donc que je vous ai montré tout à l'heure, la PTH orale et les petites molécules agonistes du récepteur. Je vous remercie.